Bonjour à tous. On a discuté avec quelques internautes de l'affaire du moment qui fait un peu le buzz, qui est l'affaire Villebrequin. On m'a demandé, voilà, quel est un avis d'entrepreneur sur le sujet. Je teste un peu de surfer sur le drama, on verra bien. J'aurai peut-être 10 abonnés de plus. Wouhou. Donc que dire là-dessus? Bon, déjà, je ne vais pas vous dire qui a raison entre Sylvain et Pierre. Ça ne m'intéresse pas. C'est des histoires personnelles, c'est des histoires d'amitié passée, visiblement aussi des histoires de cœur là-dedans avec des relations entre conjointes et associés. Donc tout cela ne m'intéresse pas. Par contre, moi, m'associer avec des gens, effectivement, je l'ai souvent fait. Il y a quelques enseignements qu'on peut tirer de cette situation. Un premier enseignement, ce serait de dire, mais mélangez pas tout dans la vie. Franchement, mélanger tout, c'est risqué. Et c'est exactement ce qui se passe. Je l'ai vu plusieurs fois dans mon entourage entrepreneurial. Je suis associé avec plein de gens dans plusieurs boîtes. Je n'ai jamais considéré mes associés comme des amis. Bon, désolé pour ceux qui me regardent. Il y en a avec qui je m'entends très bien. Il y en a avec qui on a développé une relation de type amical, mais ce sont mes associés avant tout. Ce sont des compagnons de travail avant tout. Et il faut toujours garder une certaine réserve. Éviter de coucher avec, par exemple, franchement, et éviter de trop intriquer vos vies, c'est-à-dire partir en vacances avec vos associés, c'est-à-dire commencer à mêler le boulot et les conjoints. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est pas vraiment des règles absolues. Vous pouvez très bien créer une boîte avec un conjoint, avec votre frère, avec votre cousin ou avec votre meilleur ami et que ça se passe bien. Mais gardez à l'esprit ce qui est important et hiérarchiser les rôles des gens. C'est-à-dire que si c'est votre meilleur ami, il faut vous dire que peut-être que votre amitié est plus important que votre boîte et il faut gérer la boîte en partant de ce principe-là. Et donc, oublier certains trucs. Voilà. Peut-être oublier la rentabilité quand votre amitié est en jeu. Si au contraire, c'est des relations professionnelles, bah, n'hésitez pas à dire non pour le barbecue du dimanche, parce que ce qui est important, c'est le professionnel et de bien travailler ensemble et pas d'être le meilleur pote. Donc il faut bien hiérarchiser les choses dans la vie. Moi, mes associés sont des associés. Sauf un cas particulier, j'ai une société patrimoniale avec mon épouse. Bon, c'est mon épouse. C'est une société, mais c'est pas une entreprise. Elle n'a pas d'activité, elle vend rien à personne. Voilà, il faut bien savoir quel outil sert à quoi. Les boîtes, c'est des machins. Et ce machin, il doit avoir une utilité concrète. Et cette utilité, vous devez la maîtriser et il doit être dimensionné pour faire ça. Donc ça, c'est le premier enseignement. Si vous mettez peu d'émotionnel dans les entreprises et beaucoup de travail, c'est déjà beaucoup. Donc l'émotionnel, vous pouvez l'enlever et ça se passe mieux quand vous mettez pas trop d'émotionnel dans les entreprises. Si vos associés ne sont pas vos amis, vous ne serez pas trahi par un ami. Vous serez trahi par une relation de business, ça arrive. Et on arrive là à mon deuxième enseignement qui est prévoyez bien les contrats que vous avez. Un statut d'entreprise s'appelle un contrat. Alors j'ai été voir les statuts de l'entreprise qui hébergeait l'activité Villebrequin. Je ne vais pas citer son nom, je pense que j'ai le droit parce que c'est public, mais bon, dans le doute, je ne suis pas juriste, je n'ai pas envie de me prendre un procès. Donc, il y a les statuts qui sont publiquement accessibles, comme le statut de tout le monde, vous allez sur Papers, sur société.com ou autre. Ce sont des informations publiques et donc on sait ce qui s'est passé dans cette entreprise d'un point de vue juridique. Y avait une problématique effectivement, c'est que sûrement parce que c'est des amis, ils n'ont pas prévu le coup où un des deux pouvait faire un coup de pute à l'autre, entre guillemets. Et là, je suis personne, hein, franchement. Est-ce que c'est S qui a fait un coup de pute à P ou P qui fait un coup de pute à S? Cela ne me regarde pas. Par contre, quand vous rédigez des statuts, il faut prévoir le coup. Quels sont les rôles des différents membres de la société? Souvent, on va vous dire de ne pas créer une boîte à 50-50 et à faire plutôt 51-49 pour qu'il y ait un chef bien défini. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que 51-49 ou 50-50, c'est quasiment la même chose. Même s'il y a un associé minoritaire, il peut vous attaquer en justice. Donc, ça débloque quelques situations, mais ce n'est pas fondamental. Par contre, bien marquer quel est le rôle du président de la société, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire, ça c'est important. Et par exemple, en l'occurrence, est-ce que le président a le droit de vendre une voiture en se disant cette voiture n'est pas utilisée, donc je la vends parce que je considère que c'est mieux pour l'entreprise d'avoir l'argent que d'avoir une société pas utilisée et donc je la vends, quitte à la vendre à une autre société qui m'appartient et que cette société l'utilise, ça c'est parfaitement légal à partir du moment où le bien est bien valorisé. C'est parfaitement légal de vendre un véhicule
y compris un véhicule, on va dire, indispensable à l'exploitation de la société. Mais si on constate que l'activité est à l'arrêt, bah, il n'y a plus d'activité, donc il n'y a plus d'exploitation. Donc le matériel lié à l'exploitation, on peut le vendre. Et ça, c'est exactement la même chose si on vend une machine-outil dans une usine ou un véhicule qui sert à faire des vidéos. Et donc, oui, si la chose est bien valorisée, oui, on peut tout à fait la vendre. Donc, on ne sait pas à combien les sociétés se sont vendues, donc potentiellement, c'est tout à fait légal. Par contre, si le bien est mal valorisé, bah là, il y a clairement ce qu'on appelle un abus de biens sociaux, c'est-à-dire un bien qui appartient à la société et dont un des associés gagne un intérêt financier. Voilà. Donc là, on est un petit peu sur le fil du rasoir et clairement, c'est un tribunal qui tranchera s'ils vont jusque-là, s'ils ne trouvent pas d'accord à l'amiable. Et les tribunaux, dans ce genre de situation, ils mettent longtemps à se positionner parce qu'il y a des choses plus urgentes à gérer que à qui appartient la bagnole. Voilà, clairement. Sur le papier, c'est tout à fait légal de vendre une voiture de société à une autre société, quand bien même il y a des actionnaires en commun. Il est censé y avoir une valeur objective comptable qui n'est pas 1 million d'euros. Et cette valeur objective comptable, si elle est respectée, il n'y a aucun problème. Parce que il n'y avait rien dans les statuts qui l'interdisait. Moi, la plupart des statuts que j'ai avec des associés, je suis souvent associé minoritaire, donc je fais attention à ce genre de choses. Les statuts interdisent au président de prendre certaines décisions sans une formalité. Par exemple, on peut très bien marquer que toute décision de vente ou d'achat de matériel valorisé à plus de 10 000 euros est interdite au président sans respecter une certaine forme. Et après, vous définissez la forme. Dans la première société que j'avais marquée, on avait marqué explicitement qu'il fallait l'accord des 2 associés fondateurs. À la limite, les autres associés qui sont minoritaires et qui sont venus après, on ne leur demande pas leur avis. Voilà. Ça, c'est un choix qu'on avait fait à l'époque. On peut avoir l'obligation de demander l'avis à tous. Et dans ce cas-là, on détermine comment on fait une majorité. Est-ce que c'est 50% des voix, 60, 75, 66 ? Tout se fait, mais il faut le marquer dans les statuts. Là, il n'y avait rien de particulier dans leur statut qui interdisait de faire ça, donc voilà. Ensuite, les gens ont du mal à comprendre, troisième enseignement, ont du mal à comprendre l'organisation des différentes sociétés. Et moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, les 2 gars de Villebrequin, c'est vraiment pas mal. C'est presque un manuel de ce qu'il faut faire, franchement. C'est-à-dire qu'ils ont créé la société avec peu de capital tous les deux pour valoriser le fait qu'ils avaient des rentrées publicitaires. Donc ça, c'est déjà bien. Quand la société a commencé à fonctionner, notamment qu'ils ont fait leur crowdfunding où ils ont levé 1 million d'euros, ils ont créé 2 structures juridiques, une pour chacun, qui sont devenues toutes les 2 propriétaires à 50% de cette boîte-là, ce qu'on appelle des holdings dans le jargon. Et ces 2 structures juridiques permettent à chacun d'être 100% propriétaire de sa société à lui, tout en chopant, entre guillemets, la moitié des bénéfices de Villebrequin, sans pour autant être imposé dessus, parce que ça reste à l'intérieur d'une société. Ce n'est pas de l'argent qui se verse à titre de rémunération. Donc ça, c'est une très bonne organisation. Donc ça explique pourquoi il y a 3 sociétés qui s'appellent à peu près pareil. Il y a la holding de l'un, la holding de l'autre, et la société qu'ils ont en commun. Ensuite, Sylvain a créé une seconde société pour héberger sa nouvelle chaîne, sûrement financée avec la holding qui possédait les actions de Villebrequin. Voilà, ça c'est aussi bien vu, mais attention, j'ai vu un truc bizarre. J'ai remarqué que la nouvelle société de Sylvain a exactement le même objet social que Villebrequin. Alors attention. Un dirigeant d'une société ne peut pas juridiquement exercer une activité concurrente de sa société. Ça, c'est très important et c'est exactement ce qu'il fait. Donc, peut-être qu'il y a eu des modifications parce que toutes les modifications ne sont pas publiques. Il est possible qu'ils aient géré le cas juridiquement, c'est-à-dire qu'ils se soient autorisés à exercer cette activité. Ça peut se faire par exemple, vous actez que la première activité s'arrête, vous changez l'objet de la première société, qui ne serait plus, par exemple, la production de vidéos. Je ne sais plus ce qu'ils ont mis exactement, mais en gros, c'était ça. Mais juste dire la gestion des revenus publicitaires liés à la première chaîne. Et donc, votre deuxième société peut, vu qu'elle n'est plus en concurrence avec l'activité de la première a changé, vous pouvez créer une deuxième société. S'ils ne l'ont pas fait, il est hyper borderline, voire carrément dans l'illégalité.
C'est-à-dire là, clairement, la société Villebrequin peut faire un procès à son dirigeant et quelqu'un peut se substituer, parce qu'évidemment, Sylvain, en tant que président de la société, ne va pas se faire un procès à lui-même, mais quelqu'un, par exemple un tribunal administratif, peut se substituer au président pour faire un procès au dirigeant. Ça s'est vu dans l'histoire pour des cas un peu plus importants, mais ça s'est vu. Donc là, clairement, il y a un risque. Risque modéré, je dirais, par le fait qu'il soit deux dans cette société et que le deuxième, s'il n'a pas créé une société, il a objectivement aussi une activité concurrente à la première. Donc dans un cas où vraiment ils auraient arrêté la chaîne, on aurait pu imaginer quelque chose que fait un autre youtubeur, une autre chaîne YouTube, Joueur de Grenier, qui est composée de 2 personnes. On pourra peut-être faire un point sur leur organisation un autre jour. J'ai pas été voir. Mais eux, a priori, il y a une seule boîte qui produit tout, y compris les chaînes perso de l'un et de l'autre. Je n'ai pas regardé dans le détail, mais voilà. Ça, là, il n'y a pas de souci. Tu as ta chaîne perso, elle apporte du chiffre d'affaires à la société. Tu définis une clé de répartition. C'est bien que si c'est toi qui apporte le plus d'argent, tu sois le mieux payé. Mais un petit peu, une espèce de taxe qui sert à payer les frais de fonctionnement. Ça peut être un fonctionnement très valable. A priori, ils ne se sont pas arrangés comme ça. Ils ont fait chacun leur truc dans leur coin. La société Villebrequin au milieu, il y a un conflit. Et ils créent chacun une activité concurrente sans avoir soldé les actifs de la première société. Ça, c'est très, 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 très litigieux, mais pour les deux. Pour les deux, quand bien même Pierre n'ait pas créé une société, l'activité, il exerce. Qu'elle soit en nom propre ou au nom d'une société qu'il aura créée, il a une activité concurrente de celle de la première boîte qui s'est appelée un temps Villebrequin et qui a changé de nom. Donc voilà, autre enseignement, attention, quand vous créez une boîte avec quelqu'un, vous vous engagez jusqu'à ce que vous ne soyez plus gérant. Donc vous ne pouvez pas d'abord vous prévoir le plan B, exécuter le plan B, puis laisser tomber le plan A. Non, il faut d'abord arrêter proprement la première société, puis vous lancer dans votre plan B. Et c'est même pire que ça, on peut avoir, et j'en ai pour certaines activités, des clauses de non-concurrence qui dit que pendant X années, après l'arrêt de votre participation à la première société, vous ne pouvez pas avoir une activité concurrente. Et là, il faut bien évidemment que soit bien spécifié la définition juridique de l'activité concurrente. Par exemple, voilà, vous êtes maçon, vous rentrez dans une boîte qui fait des chalets en bois parce que c'est vous le responsable des dalles. Voilà, vous faites des dalles de béton. On vous fait signer une clause de non-concurrence. Bon, ce sera un peu absurde parce que des maçons, il y en a plein, mais pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que vous avez l'interdiction de construire des maisons en béton. Ça veut dire que pour un certain temps, vous avez l'interdiction de participer à une autre société qui fait des maisons en bois, par exemple. Ce genre de choses, c'est légal, évidemment. Il faut que ce soit un accord entre les associés, mais vous pouvez l'intégrer dans un pacte d'associés. Petit point, ce que je vous dis, on n'a pas les pactes d'associés de Villebrequin, ils ne sont pas publics. Donc, il est possible que certaines des choses que je vous dis, il est déjà prévu en amont. Moi, je vous donne des infos que sur ce qui est accessible à tout le monde. Sur la valorisation du bien, là, c'est très intéressant. La notion de valorisation comptable d'un bien, en l'occurrence une bagnole, mais n'importe quoi. Parce que souvent, on confond la valeur d'achat et la valeur d'un bien. En l'occurrence, il y a eu 1 million de dons. Donc, les gens se disent, cette bagnole, elle vaut 1 million. Déjà, c'est faux. Dans les millions de dons, il y a ce qu'a pris la plateforme, les éventuelles taxes, sauf que comme le don a été récupéré par une société, pour qu'il y ait une taxe, il faut qu'il y ait un bénéfice. Ce n'est pas sur l'assiette du million, mais sur l'éventuel bénéfice, potentiellement zéro, s'ils sont bien débrouillés. Il y a toutes les contreparties. Je crois que de mémoire, ils avaient dit 400 000 euros de contrepartie. Ça fait déjà largement baisser la valeur du bien. Les travaux qu'ils ont fait dedans, ils n'ont pas forcément vocation à être valorisés au prix où ils ont été payés. Vous payez du temps, mais comprenez bien, si vous faites repeindre 10 fois votre maison en 10 couleurs différentes, votre maison ne vaut pas 10 fois plus cher. Elle vaut la valeur que quelqu'un est prêt à l'acheter. Donc une bagnole comme ça, pas sûr qu'elle vaille plus de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est probablement la valorisation, je ne sais pas, hein, mais c'est probablement la valorisation qu'en aura fait l'acheteur, en l'occurrence le président de la société audiovisuelle, qui est le même président que le président de l'autre société audiovisuelle. Mais il ne s'est pas vendu à lui-même, c'est une société qu'il a vendue à l'autre société. Et la nuance est très importante. Donc valorisation, combien ? Les prix du marché. Vous regardez sur le Bon Coin, combien se vend une voiture puissante tunée.
pas excessivement, probablement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Pour le reste, wait and see. Il y aura sûrement un procès ou une menace de procès. Bon, s'il y a un petit point quand même, c'est pas parce que quelqu'un se plaint qu'il a raison. Donc, ne partez pas du principe que celui qui a fait une vidéo pour attaquer l'autre dit la vérité. Je ne dis pas qu'il ment, mais c'est pas parce qu'il a fait une vidéo qu'il dit la vérité. Ça s'est vu beaucoup dans le passé, des accusations fausses ou des interprétations de la réalité différentes. Dépassionner le débat. Si vraiment ça vous tient beaucoup à cœur l'argent que vous avez donné et que devient cette voiture, c'est probablement que vous n'auriez pas dû donner cet argent. Avis personnel. Si vous avez vraiment de l'argent à perdre, moi je le prends. N'hésitez pas. J'ai pas fait de Tipeee, mais ça peut s'arranger. Allez, sinon, juste un pouce bleu et abonnez-vous.